Salut à tous et bienvenue sur Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, coach et investisseur. Ancien chef d'entreprise, piégé dans la rat race, j'ai changé de vie pour retrouver du temps, profiter de ma famille, voyager et exercer une activité pleine de sens. Grâce à mes investissements, j'ai atteint l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast. Parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la vraie liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas aussi à l'être dans sa tête. Et si vous désirez aller plus loin, je vous propose des livres, du coaching, des voyages entre investisseurs, ainsi que des programmes de formation pour vous permettre d'accélérer votre chemin vers la liberté. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode de podcast. On ne va pas déroger à la règle, on va le commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Clément, Baptiste, Aurélien, Arnaud, Ours Blanc, Yann, David, Marie, Aurélie et Cédric. Nous sommes 6069 sur YouTube et toujours 507 notes sur Apple Podcast. Qu'est-ce qui se passe ? Pas de notes de plus cette semaine. Je vous invite à vous connecter à votre appli Apple pour me mettre une note 5 étoiles, qu'on fasse aussi bouger tout ça. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, quoique en ce moment, c'est pas si simple que ça parce que j'ai beaucoup de retard sur mon Instagram, mais c'est de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue. En ce moment, c'est la folie des comptes copies. Je ne vous fais jamais de démarchage commercial. Si vous êtes connecté par un compte qui n'a pas d'étoile bleue, ce n'est pas moi. Voilà, tout simplement. Et je ne vous contacte pas, je ne fais jamais le premier pas sur Instagram. J'y arrive plus. Je ne l'ai jamais fait et je crois que je ne pourrais pas le faire. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de partager du contenu quotidiennement sur Insta. Donc voilà, si vous voulez me contacter, c'est là que c'est le plus simple de le faire. Je vous propose qu'on attaque ce podcast avec les news. Et quelle première news! Je reviens du Mastermind Moto Freedom Bike Tour Alpine Nations. Tout un programme. Alors ce Mastermind, il revient de loin. On va prendre le temps d'en parler parce que ce Mastermind Moto, c'était la 5e édition. C'est un séminaire qui nous tient énormément à cœur. La toute première fois qu'on l'a fait, on partait normalement entre potes au Népal. On était 7 copains et on avait ouvert le voyage, parce qu'on pouvait y aller à 11, à 4 auditeurs du podcast. Donc c'était il y a déjà 4 ans et demi maintenant, qu'on avait, même 5 ans en fait, qu'on avait ouvert les candidatures pour ce voyage. Et on a 4 auditeurs qui ont candidaté, qui sont devenus désormais depuis des potes, et qui devaient partir avec nous au Népal. Et le Népal s'est transformé en la Corse, parce qu'il y a eu le coco qui est passé par là et qui nous a empêchés de partir. Mais ça a été un voyage qui a été exceptionnel, ce voyage en Corse, et qui a initié la série de ces voyages, de ces Freedom Bike Tour. La 2e année, on a fait Auvergne-Cévennes. Ensuite, on est parti au Maroc. Après, on est parti en Sardaigne. Et cette année, on a fait le Tour des Alpes, Alpine Nations. On est parti de Chamonix en France. On est allé en Suisse. On est allé en Italie jusqu'au début des Dolomites. Et c'était un voyage exceptionnel. On s'est posé la question de savoir si c'était pas le dernier Freedom Bike Tour cette année, parce que c'est un voyage qu'on a eu plus de mal à remplir que d'habitude. On était 16, alors que d'habitude on est au moins 20, 22. On a d'autres masterminds qu'on remplit beaucoup plus vite que ça. Là, on va partir, je vais vous en parler, on va partir faire du karting, Race and Business, c'est tout plein. La parenthèse indépendance, c'est tout plein. Mais voilà, on a eu un peu plus de mal à le remplir, peut-être parce qu'il faut le permis moto, peut-être parce qu'il faut une moto. Et pourtant, quel mastermind. On n'y était pas depuis 2 jours avec Yann qu'on se disait qu'on ne peut pas l'arrêter, quoi, tout simplement. Donc, je profite du podcast pour faire un gros bisou à tous nos participants. On a vraiment passé un excellent moment. Il y a eu des highlights pendant ce séjour. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, mais on a monté le Stelvio en Italie. Donc, c'est un col mythique qui culmine à 2782 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigerez en commentaire. Et c'est 48 virages mythiques qu'on a montés sous la neige. Donc moi, avec ma bulle de casque, au bout d'un moment, la buée ne fonctionnait plus. Donc la bulle de la moto était pleine de neige. La bulle du casque était pleine de neige. Mes lunettes étaient pleines de neige. Je me suis arrêté 2 fois pour mettre un coup de chiffonnette dessus parce que c'était juste l'enfer en fait. Et on a réussi à monter ce Stelvio. Et quand on est arrivé tout en haut, on s'est pris dans les bras. On est redescendu avant que la neige ne tienne sur la route. Et on a vu des photos et des publications Insta de gens qui étaient passés la veille et la neige tenait sur la route. Donc c'était un truc assez dingue. C'était l'aventure dans l'aventure. On l'a tous vécu et c'était fou. Et on a eu
un deuxième coup qui était pas mal, c'est que avec Yann en LCD, on fustige souvent les guests qui ne lisent pas les mails automatiques jusqu'au bout. Et nous, on n'a pas lu les mails automatiques jusqu'au bout parce qu'on avait une nuit en Suisse, on dormait dans un chalet qui était exceptionnel en altitude, à 2200 mètres. Et en fait, la route s'arrêtait à 1800 mètres. Donc il restait les 400 derniers mètres de dénivelé à faire par un chemin qui était barré par des barrières. Et comme je suis plus malin que, que tout le monde, j'ai décidé... la barrière était ouverte en vrai, hein, donc j'ai entraîné toute mon équipe, mon père y compris, à grimper ce chemin qui en fait s'est retrouvé à monter des pistes de ski en moto. Donc moi j'ai un 1200 GS, donc ça va, c'est encore un trail, mais pour les autres, notamment mon ami Chouchou qui est passé dans le podcast, et une sportive qui est une routière sportive, c'était assez cocasse. Donc on s'est retrouvé à monter ça à 4 avec Paul, Chouchou, mon père et moi. Et on est arrivé au chalet dans la boue en fait, hein, et quand les gens du chalet nous ont vus, ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous foutez là en moto ? Ce chalet se rejoint uniquement avec un téléphérique qu'il fallait prendre 1000 mètres plus bas. » Donc on est redescendu par les pistes de ski jusque en bas. On a pris le téléphérique, on est remonté et on a bien fait de ne pas laisser les motos là, puisque le lendemain, pour ceux qui l'ont vu sur Insta, il y avait 30 cm de neige qu'on n'aurait pas pu rentrer. C'était assez épique. Voilà, enfin, encore une aventure dans l'aventure, mais c'était juste fou en fait. Et voilà, et donc ce mastermind, on s'était dit on va peut-être l'arrêter si on ne le remplit plus, mais en fait on ne peut pas l'arrêter. Parce que on va en parler aussi, mais cette année, je m'étais fait la promesse de ne pas trop me charger. Donc comme je savais qu'il allait quand même beaucoup pleuvoir ou neiger, j'ai pas pris le drone, j'ai pris peu d'affaires. Donc j'ai respecté ce que je voulais et c'était chouette, j'avais juste des sous-vêtements pour quoi faire, et puis après pour faire la semaine, et après j'ai voyagé très léger. Et c'était tellement agréable de se rendre compte à quel point on se sent libre en moto. Pourtant, c'est pas mon premier road trip, hein, avec ceux que j'ai fait entre amis. C'est peut-être mon 10e road trip avec ceux que j'ai fait dans la vie perso. Et à chaque fois, j'ai ce même sentiment de liberté. Et ça m'a rappelé même le tout premier Freedom Bike Tour, hein, il y a plus de 5 ans. Et en 5 ans, mon patrimoine a presque doublé. Mon patrimoine net a presque doublé. Je suis en train de documenter ça parce que je vais vous en parler. Comme je suis dans la vidéo, la formation arbitrage de patrimoine, je regarde un peu... tout ce que j'ai fait ces dernières années aussi, parce que c'est une formation qui sera très pratique, elle est documentée de cas précis de mon patrimoine que j'ai arbitré. Et je me disais, je me sentais déjà tellement libre il y a 5 ans sur cette moto, j'avais la même moto, et aujourd'hui, je me sens tout aussi libre, même si mon patrimoine a doublé. Ce que je veux dire, c'est que même avec moitié moins de patrimoine, je ne me sentais pas moins libre. Et ça fait relativiser, vous le verrez, hein, ça sera aussi en lien avec le sujet du podcast de cette semaine, où notre degré de liberté ou notre mindset n'est pas directement corrélé à combien on possède. Je pense que c'est très intéressant. Ça remet l'église au milieu du village un peu. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu cette semaine de me sentir extrêmement libre, et que tout était possible, que rien n'était écrit et qu'on pouvait décider de ce qu'on voulait faire. Chaque jour, chaque nouvelle journée était une opportunité de faire des choses nouvelles, de faire des choses différentes, de penser en dehors de la boîte, comme on dit. Donc j'ai trouvé ça fantastique. Donc on devait l'arrêter, mais non, on l'arrêtera pas. Donc on a déjà, Yann, qu'est-ce que je dis ? Yann, qui je lui fais d'ailleurs un gros coucou, et je lui rends un fier hommage parce que c'est lui qui a organisé vraiment, qui a trouvé tous les hôtels de Strip. Et on a vécu une semaine exceptionnelle. On a été dans des hôtels exceptionnels. C'était fantastique. Et voilà, donc il s'est occupé d'organiser le séminaire de l'an prochain. Il a déjà bien avancé. Donc il y aura un Freedom Bike Tour 6 l'année prochaine, au mois de septembre. J'en dis pas trop sur le podcast, mais voilà, si vous ne voulez pas rater cette aventure, je vous invite vraiment à venir parce que c'est
c'est exceptionnel. Donc on devait l'arrêter, mais on ne l'arrêtera pas. Voilà pour le retour sur Alpine Nations. Et je repars à l'aventure cette semaine. Donc vous allez voir, le podcast sort lundi. Et mercredi, jeudi, vendredi, je serai à Race and Business Ultimate. On l'a appelé Ultimate, ce Race and Business. Je ne sais pas si ce sera le dernier en tout cas, mais le programme est vraiment Ultimate pour le coup. On va faire du karting sur le circuit kart d'Alès, le petit circuit. On va aller faire de la Fun Cup sur le circuit vitesse. Et le vendredi, on va aller faire du pilotage rallye. Donc ça va être assez dingue avec des chronos à chaque fois. Du dépassement de soi, ça va être fou. On retourne chez Mélanie, au haut du Marquet, à Saint-Jean-du-Ping, et ça va être vraiment très très cool là aussi. On a l'impression à chaque fois de revenir en famille, donc ça va être super. Si vous avez d'ailleurs vous avez une réunion de famille ou quelque chose à organiser, vous avez besoin d'un domaine où vous pouvez dormir à plus de 20, les Hauts du Marquet à Saint-Jean-du-Pin, on y va depuis maintenant 3 ans, je dirais, 3 ans, 4 ans. On est reçu de façon exceptionnelle par Mélanie à chaque fois, donc je vous invite vraiment à y aller. C'est top. Et si vous voulez suivre ça, je vous ferai découvrir ça sur Instagram, bien entendu, pendant ces 3 jours. Et en fin de semaine, je serai au séminaire de Nico Popovic à l'auditorium Planète Océan de Montpellier. Donc ce sera le samedi 11 octobre. Nico m'a invité pour parler de division foncière à son séminaire. Donc voilà, si je pense que vous saurez trouver sur son site internet les places. Je crois que ce n'était pas complètement complet. Il y a entre 100 et 150 personnes. Donc ça a commencé à causer quand même. Et dans ce dont je voulais vous parler, ce qui est rigolo, c'est qu'il y aura Olivier Seban sur scène. Donc Olivier Seban, c'est un des tout premiers à avoir fait de la formation en ligne sur l'immobilier, sur la bourse. Et moi, quand je l'ai découvert, c'était au tout début, quand j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé « Comment devenir riche » sur Google. Ça devait être en 2008. Et je suis tombé sur le livre d'Olivier Seban, « Tout le monde mérite d'être riche », que j'ai lu avec une grande attention. C'est même grâce à lui que j'ai acheté mes tout premiers ETF avant de me former derrière. C'était marqué, ça s'appelait des trackers dans son livre. Je me rappelle, dans la première édition du livre, je m'étais vraiment renseigné pour comprendre ce que c'était derrière. Et me dire que presque une vingtaine d'années après, on sera pas loin de 20 ans après, je vais partager la scène avec lui, le rencontrer. C'est rigolo quand même de boucler un peu ces boucles-là. Il y aura François Denis aussi, que je suivais beaucoup sur la crypto à une époque. Donc ça va être vraiment un bel événement. Si vous avez envie si vous êtes du coin de Montpellier ou même de plus loin, que vous avez envie de venir, j'y serai toute la journée. Donc ça sera aussi l'occasion de se rencontrer. Et je suis très content de monter sur scène pour parler de division foncière et aussi de marchand de biens, bien entendu. Donc voilà, ce sera le 11 octobre, c'est samedi prochain à Montpellier. J'ai plein d'autres trucs encore à vous dire. La vidéo de la Ferrari est montée. Donc voilà, Hello a monté cette vidéo. Elle a fait un travail de dingue. La vidéo est un énorme banger. Je suis super content. Avec Ben, on voulait... Comme on avait fait filmer pour la Porsche, on voulait filmer la Ferrari tous les deux pour la chaîne YouTube. Bien sûr, ça sort du cadre de la chaîne YouTube où Une vie de liberté, c'est plutôt une chaîne YouTube qui va parler de finances, qui va parler de liberté, qui va parler de mindset, de dev perso, de marchand de biens aussi. Mais voilà, une fois de temps en temps, ça fait du bien de faire quelque chose qui sort du cadre. Alors, il y aura toujours de la valeur, parce que je vous explique dedans le mécanisme d'OBO qui m'a permis de financer la voiture. J'en parle à la fin de la vidéo. Mais tout le début, on se fait plaisir et on teste la voiture comme les chaînes qu'on aime bien, comme World Supercar, comme Sylvain Live, comme Akram ou GMK. Donc, on s'est fait plaisir et on a aussi essayé de faire un joli montage, un peu comme certaines vidéos de la boiserie aussi. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, surtout, une inspiration qui nous touche, voilà, de vidéos qu'on aimait. Donc, ça sort dimanche à 14h. Voilà, dimanche 12 octobre à 14h. Elle sera dispo sur YouTube, cette vidéo. Et vous m'en direz des nouvelles. Elle fait une bonne vingtaine de minutes. Voilà, il y a des scènes qui sont sympas. Vous m'en direz des nouvelles. Coaching intensif nouveau départ les 20 et 21 novembre, il reste 2 places. Je ne fais pas plus long dessus, je pense que ça sera plein parce que je discute avec pas mal de monde. Le coaching intensif nouveau départ, c'est vraiment les 2 jours, 100% dev perso avec mon ami Fab, mon acolyte du podcast Nouveau Départ. C'est 2 jours qu'on prend sur soi pour
remettre sur la table tout ce qu'on met sous le tapis. On le fait que 2 fois par an, au mois de novembre et au mois de juin. Donc voilà, si vous sentez que le sac de pierre est trop lourd à porter, il y a 2 places à saisir. C'est peut-être le moment de venir le mettre sur la table avec nous. Dans un autre registre, le Mastermind Marchand de Biens, c'est les 11 et 12 décembre. Là aussi, il nous reste 7 places, si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez venir parler de marchand de biens dans ses bureaux avec Ben et moi pendant 2 jours, et puis bien entendu notre ami Mika, vous serez les bienvenus. C'est les 11 et 12 décembre. Et la dernière chose dont je veux vous parler dans ces news, c'est que j'ai beaucoup avancé sur la formation arbitrage de patrimoine. J'ai énormément travaillé sur cette formation. Je pense que c'est la première fois, enfin je dis ça beaucoup, alors j'aime bien bosser, mais que je travaille autant. J'ai fait un script écrit que je ne respecte pas à la lettre, mais pour ne pas oublier aucune des notions que je veux aborder, de 97 pages. Pour vous situer en rapport, celui de Bourse Exponentielle, il en faisait 26. Donc on est presque 4 fois plus. J'ai tourné 90% des vidéos, je suis à plus de 8 heures de rush, donc je pense qu'il y aura à peu près 9h30 de rush. Peut-être que la formation, une fois montée, devrait durer pas loin des 8 heures, je pense, entre 7 et 8 heures. Ça va être ma chapelle Sixtine, je crois. C'est ce genre de formation, pour vous dire, j'y suis depuis... vraiment, j'ai commencé en début d'année, parce que ça a d'abord été une présentation en séminaire que j'ai expérimenté sur plusieurs séminaires pour voir si elle fonctionnait, les questions que ça m'amenait. C'est une formation que je partage à la parenthèse indépendance. À chaque fois, je fais cet atelier arbitrage de patrimoine. Donc, j'ai eu beaucoup de retours des gens qu'on a coachés. À la parenthèse, on a eu pas loin de 200 personnes qui sont passées. Donc, j'ai vu pas loin de 200 patrimoines en plus du mien, plus tous les coachings que je donne à côté en one-shot. Donc, j'ai vu quasiment entre 400 et 500 personnes, entre 400 et 500 patrimoines. Donc j'avais beaucoup de matière, y compris dans la celle des coachés et la mienne. Et j'avais besoin de temps pour synthétiser tout ça. J'avais pris beaucoup de notes et je me suis vraiment mis à travailler sérieusement à partir de mi-juillet. Et depuis, j'ai travaillé dessus au moins entre 1 et 2 heures par jour, 1h30 par jour, presque tous les jours, jusqu'à la fin août. Et en septembre, voilà, entre le tournage des podcasts, la reprise de Nouveaux Départs, la reprise des Gentlemen Investisseurs, le Mastermind Trail, le Mastermind Moto, et bien entendu les visites de marchands de biens, les rendez-vous notaires. Ça a été un rythme très speed. Et à chaque fois, c'était pas évident pour trouver le temps pour enregistrer toutes les vidéos, surtout que voilà, j'ai besoin de calme pour vraiment faire ça bien. Et donc c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Mais voilà, aujourd'hui, il me reste 1 heure et demie à tourner, partie bonus qui est vraiment hyper intéressante aussi. Donc on sera prêt. La formation va sortir le 7 novembre. Pour le podcast privé en premier, elle sera moins 30% pendant une semaine. Et puis la semaine suivante, elle sortira pour tout le monde, donc le 14 novembre, à moins 20% pour le lancement. Et voilà, j'en suis très heureux. Ça synthétise énormément de choses. C'est le genre de formations qui sont tellement vastes et qui abordent tellement de sujets sur l'arbitrage de patrimoine. Il y a entre la technique, entre l'émotion, c'est pas facile de séparer de biens immobiliers. Il n'y avait aucun sujet sur lequel je voulais passer à côté. Donc j'ai beaucoup bossé et j'en suis très fier. Ça n'existe pas. C'est la seule formation francophone qui traite de ça. Parce que forcément, ça s'adresse aux gens qui ont déjà accumulé du patrimoine, qui ont déjà au moins 5-6 lots et qui ont des choses à arbitrer. Donc forcément, ce n'est pas une formation 100% pour les débutants, c'est pour les gens qui sont avancés. Donc ça intéresse aussi un public qui est moins large. Donc c'est des formations qui ne sont pas vraiment faites. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me plaît aussi. J'adore aider les gens qui débutent, mais j'adore aussi pousser la réflexion plus loin et pouvoir aider ceux qui ont l'impression de vivre un plafond de verre avec leurs investissements, de voir que ils ont accumulé pas mal de lots, mais voilà, pour l'instant, ils remboursent du capital. Chaque mois, ils s'enrichissent sur le papier, sur le fichier patrimoine, mais ils n'ont pas l'impression de le ressentir sur leurs finances parce que l'argent passe de la poche droite à la poche gauche et les taxes foncières augmentent, les charges augmentent. Et donc, c'est dans ce programme que j'ai regroupé toutes les techniques pour sortir de ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon propre patrimoine à partir de 2016, où j'ai commencé à revendre certains lots, bien sûr en racheter d'autres, mais pouvoir encaisser de la plus-value, la réinvestir comme il faut, et avoir un patrimoine qui me libère plutôt qu'un patrimoine qui finit par m'emprisonner, comme on peut le voir parfois. Donc je serais ravi de partager ça. Ça sort le 7 sur le podcast privé.
et le 14 pour une sortie officielle pour tout le monde. Donc j'en ai fini pour les news, merci à tous et on va revenir ensemble sur le podcast numéro 200. Donc merci à tous pour vos messages. Et je ne sais pas ce qui vous a pris cette semaine, au lieu de commenter sur YouTube, vous m'avez tous envoyé des DM. Donc je vous remercie énormément pour ça, c'est top. Mais voilà, commentez aussi sur YouTube, ça aide au référencement de la vidéo, ça aide à la pousser. Mais en tout cas, merci d'être venus. Vous êtes venus, je plaisante, mais nombreux en DM me souhaiter un bon anniversaire pour ces 200 épisodes du podcast. Donc merci à tous. Et on va prendre un premier message de Marie. Marie qui me dit « Salut tonton, je voulais prendre un moment pour te remercier sincèrement pour ce 200e épisode, mais surtout pour tout ce que ton podcast m'apporte depuis maintenant 3 ans. J'ai aussi beaucoup apprécié quand tu as osé parler de spiritualité. Dans ma famille, j'ai eu un mélange d'éducation bouddhiste et catholique et je tente de partager à mon fils une ouverture d'esprit et une tolérance envers l'ensemble des religions. C'est drôle parce que tu en parles en mettant tous les garde-fous possibles et tu as raison car à l'heure actuelle à laquelle où l'on vit, tout est mal interprété. Mais si cela fait partie de toi, tu es parfaitement légitime à en parler. La spiritualité, quand on la transmet simplement, peut être une vraie force, même pour un enfant. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu partages et je m'en vais mettre un commentaire sous ta vidéo YouTube et sur Apple Podcast. Je peux au moins faire cela pour ton 200e épisode. Voilà, merci Marie, merci. Ce Marie m'a envoyé un DM, il y avait beaucoup de choses aussi très personnelles. J'ai édulcoré volontairement ton DM Marie, je te remercie infiniment pour ton message. Je voulais surtout revenir sur le côté spirituel. Quand on parle du tableau des besoins, ce dont on parle en PNL, que je partage aussi beaucoup dans le podcast Nouveau Départ, la 4e colonne du tableau des besoins, c'est les besoins spirituels. Et à chaque fois qu'on le partage, il y a pas mal de gens qui tiltent en disant « Non, mais moi, je suis athée, j'ai pas de religion. » Mais en fait, on a jeté à chaque fois la spiritualité avec la religion. On n'est pas obligé d'être catholique, d'être protestant, d'être bouddhiste pour avoir de la spiritualité. Et c'est ça qui est important. Et on peut trouver de la spiritualité dans tout. Moi, j'en ai trouvé dans mon voyage en moto. Quand vous êtes sur une bécane et que vous n'avez pas de musique dans les oreilles et qu'il y a ce côté méditatif pendant 6, 7, 8 heures par jour, on se retrouve seul avec soi-même. Les pensées qu'on peut avoir, c'est fantastique. J'ai eu 3 idées, encore des idées business, mais qui me sont venues pendant que j'étais en train de conduire, comme si je les avais captées dans l'air, en fait, comme si elles étaient venues de nulle part. Rien que là-dedans, il y a un côté spirituel. Donc, bien sûr, ça peut passer aussi par la religion, mais c'est sûr que j'ai envie de remettre aussi ça au centre du tapis, au centre du jeu, parce que je pense que ça peut faire énormément de bien dans certains moments, même si c'est pas une foi catholique en Dieu, peu importe en fait. C'est juste d'avoir la foi en peut-être quelque chose de plus grand que soi. Dans une spiritualité, l'essence même de la foi, c'est décider de croire sans voir. C'est ça la foi, c'est croire sans avoir de preuves. Et quelle meilleure analogie que de croire en soi pour ses projets que celle de la foi. Un croyant, on ne le fera jamais douter s'il a la foi. Je trouve que quand on a la foi dans de la spiritualité, peu importe la religion dans laquelle c'est, si on arrive à transposer cette foi en soi, c'est ultra puissant et ça permet d'accomplir tout ce qu'on veut accomplir dans la vie. Parce que c'est ça le propre de la vie. Si on a des gros objectifs, si on a envie d'atteindre sa liberté financière, si on a envie de prendre une retraite anticipée, si on a envie de voyager, si on a envie d'avoir une vie sur mesure, pour l'instant, on ne l'a pas. Il faut y croire sans l'avoir. Et c'est là aussi où la spiritualité va beaucoup nous aider. Donc, merci beaucoup à toi, Marie. Merci pour ton message. J'ai eu un message aussi d'Aurélie qui me dit « Salut Tony, j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que vous vous amusez bien sur les motos, ça fait rêver. Merci pour tous tes partages, c'est incroyable. J'écoutais ton podcast et je trouvais ça drôle parce qu'on avait déjà eu une conversation sur la notion de temps. Et là, tu l'expliques super bien. En fait, tu l'appliques à tous les domaines de vie, notamment sur la perte de poids durable, et je trouve ça dingue. C'est incroyable ce mindset, voir le temps long, garder la régularité, et c'est exactement ce que tu appliques partout dans ta vie, j'ai l'impression. Je trouvais ça hyper inspirant et je voulais juste le partager avec toi. Ça m'a fait un vrai déclic en t'écoutant. J'espère que vous profitez bien avec Yann et que vous profitez bien des Alpes, ça a l'air sublime. À bientôt, ciao. C'était effectivement incroyable. Merci beaucoup Aurélie pour ton message. Alors, je suis loin d'être parfait là-dessus. Je suis loin d'être parfait, mais c'est sûr que dans la mesure du possible, en tout cas pour tout ce qui concerne l'investissement, j'ai vraiment cette vision long terme, que ce soit pour la bourse, pour tout
mes investissements immobiliers. J'ai toujours cette vision long terme et je vois qu'elle a payé pour moi. Donc, j'essaye de l'appliquer du mieux que je peux, en tout cas dans tous les domaines de ma vie. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Quand tu vois que parfois, j'aurais certains biens immobiliers qui auraient besoin d'entretien, tu as toujours cette balance dans ta tête entre te dire est-ce que j'anticipe, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je repousse encore un petit peu. Et parfois, je ne suis pas parfait là-dessus. Il y a des trucs que j'ai laissé traîner, tu vois, que je suis en train de payer aujourd'hui. Donc, je suis loin d'être... voilà ce que je voulais te dire avec ce message. Je suis loin d'être parfait. Mais j'essaye toujours d'avoir, en tout cas, ce repère, tu vois. Et c'est aussi difficile parce que c'est toujours une balance, hein. La vie, elle se vit dans l'instant présent. Si tu es toujours à ressasser le passé ou dans l'anticipation du futur ou du plaisir différé, il ne faut pas en oublier de vivre dès aujourd'hui. C'est peut-être ça parfois qui est le plus dur avec ces mécanismes d'indépendance financière. On en a beaucoup parlé à la moto avec un de nos participants qui était le plus jeune justement, de savoir différer le plaisir, donc forcément investir pour le futur, investir pour le long terme, mais pour autant trouver encore du temps de partir en voyage à moto, même consacrer du budget là-dessus. Bien sûr, hein, le voyage moto, c'était 1 800 € cette année. Si tu te dis que sur un ETF, ils vont doubler tous les 7 ans, bien sûr que ça fera plus d'argent. Mais l'idée, c'est aussi de créer des souvenirs maintenant. Donc, c'est toujours un équilibre entre privilégier du bonheur, du plaisir différé et construire le futur, mais pas oublier de vivre dans l'instant présent. Et je pense que c'est toujours un équilibre. Et moi-même, hein, tu vois, je suis pas parfait. Il y a eu des fois où j'avais plus envie d'être un peu dans le YOLO pendant un moment. Et puis voilà, quand je l'ai bien fait, tu vois, cet été par exemple, hein, j'ai pris quasiment 40 jours de vacances, hein. J'ai un peu travaillé chaque jour, mais au bout de 40 jours, j'avais envie d'y retourner. Tu vois, je sentais que j'avais des choses à construire. Et dans d'autres moments, comme le mois de septembre que j'ai passé où j'ai fait que bosser, je t'avoue que novembre, décembre, janvier, février, j'ai quasiment rien dans le planning, à part quelques jours de mastermind sur 2 jours, tu vois, des choses où je pars pas. Et j'ai hâte de revenir dans ces moments-là où je vais plus être dans l'instant présent, tu vois, dans tout simplement des balades avec mon chien qui sont un peu passées à la trappe ce mois de septembre, tu vois. Donc, une fois de plus, je suis pas parfait, j'essaye de faire de mon mieux. Et j'ai l'impression que on est toujours en train de naviguer dans cet équilibre entre les deux. Et on va prendre un dernier message de Ours Blanc qui me met 44 minutes. À 44e minute, il me le note quand même au cas où j'oublie. 500 € par mois sur 30 ans, ça fait 1 million. Tu as pris un bon rendement. Et là, non, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Ours Blanc, je crois que tu as commenté plusieurs fois, je ne sais pas qui tu es, il y a pas mal de gens sous pseudo. Moi j'avoue que je ne sais plus ce que c'est Internet sous pseudonyme maintenant depuis des années, je commente toujours avec mon vrai nom. Mais là, si tu es un fidèle d'une vie de liberté, tu n'as pas le droit de me dire ça. J'ai sorti Investir sereinement en ETF en 2020. En 2020, j'ai sorti Bourse exponentielle en 2024. C'est Investir sereinement en ETF, elle est sortie à 79 € après 139. Bourse exponentielle, c'est 247 €. C'est la première chose qu'on apprend. Un DCA de 500 € par mois sur 30 ans, sur un indice comme le SP500 qui a donné à peu près 10% l'an. En moyenne, j'ai pas pris un bon rendement, en fait, j'ai juste pris le rendement de la bourse américaine. Là, les gars, vous faites pas vos devoirs, là. Si vous en êtes encore là, c'est pas sérieux. Alors, si tu m'as découvert il y a 1 mois, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais là, Ours Blanc, je crois que je te vois commenter depuis longtemps. Donc non, carton rouge, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est pas possible. Je veux bien peut-être que tu m'écoutes et que tu n'as pas envie de me donner une thune et que tu te dis « je n'achèterai jamais une formation à tonton ». Mais ça, je l'ai même dit dans les podcasts gratuits. Il y a un moment, je partage ça depuis 5 ans, si c'est pas compris, c'est pas appliqué, il y a un moment, là, tu perds de l'oseille, là. Mais vraiment, t'en perds beaucoup en plus. Donc, non, tu vois. Je l'ai même redemandé à mon assistant, tu vois, pour plaisanter pendant que je préparais ce podcast. Ça fait combien d'argent au bout de 30 ans un DCA de 500 € par mois sur un ETF SP500 qui taperait en moyenne du 10% par an? Et mon assistant m'a répondu, au bout de 30 ans, un DCA de 500 € par mois investi dans un ETF SP500 avec un rendement annuel moyen de 10% représentera environ 1 031 000 € pour à peu près 180 000 € investis. Donc 30 ans, c'est long, hein. Cette attaque d'investir à 30 ans, c'est pour tes 60 ans. Donc bien entendu,
Le DCA, c'est une hygiène de vie et après, on l'améliore avec des achats-reventes IMO, des arbitrages IMO. C'est un peu tout le sujet aussi de la formation arbitrage de patrimoine. Mais tant que tu fais pas ça, c'est là où tu améliores pas ton mindset. Et tu vas voir, on va embrayer sur le sujet de la quinzaine. Mindset de riche versus mindset de pauvre. Ne pas savoir ça, alors tu vas voir, c'est pas une insulte, hein, mais c'est un peu du mindset de pauvre. On va prendre le temps. On est sur une vie de liberté, on prend le temps. Voilà, on va prendre le temps de débourrer tout ça. Mais non, là, je suis carton rouge, les mecs. Vous pouvez plus me dire ça. 500 € par mois sur 30 ans, ça fait 1 million. Tu as pris un bon rendement. Non, j'ai pris le rendement moyen de la bourse américaine ces 170 dernières années. Donc, bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que mon patrimoine boursier, moi, ces dernières années, il a doublé tous les 5 ans et demi. Donc, doublé. Donc voilà, doubler, de doubler, et ainsi de suite, depuis que j'investis en 2008. Donc moi, la bourse, c'est pas de la théorie pour moi, hein. C'est quelque chose que je vis quand je vois ça. Je sais pas quelles seront les performances des années à venir. En tout cas, j'ai choisi de croire sans voir, justement, tu vois, d'avoir la foi et d'y mettre des ronds depuis 2008, et j'ai été récompensé. Mais voilà, là, non, carton rouge. Il faut faire vos devoirs, les mecs. Voilà. Moi, je ne peux pas être là, le prof, tous les 15 jours sur le podcast, donner les leçons et vous ne faites pas vos devoirs. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà, certes, celui qui ne veut pas dépenser 247 € pour se former pour tout le reste de sa vie, peut-être, pourquoi pas, parce que c'est du mindset de pauvre ou du mindset de riche. Je suis volontairement taquin. Mais voilà, je l'ai mis, allez, je spoil, je m'en fous. Je l'ai mis à la fin, je crois. Les pauvres demandent combien ça coûte, les riches demandent combien ça rapporte. Ben voilà, les pauvres disent ça coûte 247 €. Et les riches disent ok, ça va me rapporter combien sur les 20 prochaines années ton truc si je le prends. Donc, je suis volontairement, je titille volontairement, mais c'est plus possible ça. Voilà. Donc, ça nous amène sur le sujet de la quinzaine. Le sujet de la quinzaine, je pense qu'on va se marrer. Mindset de riche versus mindset de pauvre. Et pour vous introduire ce sujet, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je crois que c'était en voyage avec mon pote Alex du Club des Rentiers, qui un jour, on discutait de ça, de justement quelque chose comme ça. C'était cette phrase-là, les pauvres demandent combien ça coûte, les riches demandent combien ça rapporte. Et il m'expliquait que vouloir économiser des impôts, c'était un mindset de pauvre en fait. Il fallait vouloir faire le plus de thunes possible avec ses investissements. Les impôts, c'est une charge, ça fait partie du jeu. Donc tu payes tes impôts, mais il ne faut pas chercher à économiser des impôts, il faut chercher à gagner le max d'oseille possible pour, même si on paye plus d'impôts, gagner plus d'argent. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait méga percuté parce que je m'étais dit, j'avais l'impression que c'était presque une insulte de dire que quelqu'un était pauvre ou que c'était du mindset de pauvre. Et donc justement, ça va poser les bases pour tout le podcast. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien d'être pauvre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que c'est mal d'être pauvre, que les pauvres l'ont mérité. C'est vraiment, parce que ça m'a choqué la première fois, donc je me mets à votre place aussi quand Alex m'avait dit ça. Je lui ai dit, ouais, c'est pas bien, tu sais, les pauvres, t'as pas envie d'être pauvre. Il me dit, non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je parle de mindset. Il y a du mindset de riche, donc mindset, régler son esprit sur des choses qui vont nous rendre plus riches, et de l'autre côté, régler son esprit sur des choses qui vont nous rendre plus pauvres ou nous maintenir dans la pauvreté. Et vous allez voir, justement, je vais vous partager quelque chose qui montre que on peut être pauvre, mais avoir un mindset de riche. C'est juste que la richesse n'est pas encore là. Et on peut être riche et avoir un mindset de pauvre. Donc, on va dérouler tout ça ensemble. Mais ça m'avait choqué la première fois que mon pote Alex m'avait dit ça. Je me suis dit, c'est chaud, c'est pas bien, faut pas parler comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait complètement raison. Il y a des gens riches qui ont un mindset de pauvre et il y a des gens pauvres, des entrepreneurs qui sont en train de construire, qui ont déjà un mindset de riche. Mais à l'époque, j'avais l'impression que c'était un gros mot. Et pourtant, il y a tellement de gens qui ont un mindset de pauvre, et surtout en France. Je vais vous partager une publication que j'ai lue sur Insta cette semaine, sur Legend, sur le podcast, sur l'Instagram des Gentlemen Investisseurs. On s'est abonné à pas mal de comptes, on suit pas mal de comptes. Donc chaque fois que je vais sur l'Insta DGI, j'ai des comptes que je ne suis pas en perso. Et on est tombé sur Legend. Et sur Legend, il y a une publication sur les salaires. Donc je vais vous la lire parce que là, on est dans le pur mindset de pauvre.
C'est une nouvelle loi. D'ici juin 2026, la France devra adopter une directive européenne sur la transparence salariale pour réduire les inégalités entre femmes et hommes. Cette mesure vise à garantir que les salariés puissent se comparer et vérifier que leur rémunération est équitable. C'est ce grand mal français de l'égalité, là. Les principaux changements concernent d'abord l'embauche. Les entreprises devront informer les candidats du salaire prévu pour le poste, soit directement sur l'offre d'emploi, soit avant le premier entretien. Ensuite, les salariés pourront demander par écrit les salaires moyens des collègues effectuant un travail égal ou de même valeur, avec distinction homme-femme. Dès 2027, les entreprises de plus de 150 salariés devront publier des rapports sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Cette obligation s'étendra aux entreprises de 100 à 149 salariés en 2031. Donc, je ne suis pas en train de dire que... Alors, pareil, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'écart de salaire parfois, que ce soit entre personnes de même poste, parce qu'il y en a un qui ne sait pas plus se vendre que l'autre, ou qu'il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes. Je suis juste en train de dire que le mindset de pauvre, c'est d'aller regarder dans l'assiette de son voisin, d'aller regarder le salaire de son voisin. Un mindset de riche, c'est de se dire, OK, voilà les cartes que j'ai en main, comment je peux faire pour me vendre, me mettre en valeur, augmenter mes compétences pour gagner plus pour moi, pas par rapport aux autres, on s'en fout des autres, juste pour augmenter ma valeur, gagner plus pour moi. Et en tant que chef d'entreprise dans les travaux publics, c'est des choses que j'ai vues, hein. J'en avais 35 salariés, hein, donc j'en avais qui, quand on donnait les fiches de paye, les ouvraient et les comparait entre eux. C'était souvent ceux qui étaient le moins payés. Et à côté, j'avais des gars qui ne montraient pas leurs fiches de paye, et c'est ceux qui étaient le mieux payés. Et ceux-ci venaient négocier leur salaire dans le huis clos de mon bureau, quand tout le monde était parti. Je voyais qu'il y en avait un qui restait dans le couloir jusqu'à 18h, 18h30. Il attendait que tout le monde se casse. Il venait, il me disait « Ok Tony, je voulais juste qu'on regarde ensemble sur les derniers chantiers. Regarde, j'ai fait ça, ça, ça. Tu sais que tu peux compter sur moi sur ça, ça, ça. Tu m'as appelé pour bosser 2 samedis. Je t'ai jamais dit non, je suis venu. Tu sais que je suis un soldat, que tu peux compter sur moi. Je pense que je vaux 50 centimes de plus de l'heure. Est-ce que tu peux me les accorder ?» Et les mecs venaient défendre leur beefsteak tout seuls. Ils n'allaient pas demander les salaires des copains. Ils n'en avaient rien à foutre. Donc, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ce sujet il va être important. Parce que quand je vois le niveau moyen du français moyen qui en est à aller réclamer par écrit les salaires de ses collègues, mais là. Et c'est un peu le problème du liberté, égalité, fraternité. L'égalité, elle doit être dans les chances de réussir. Mais après, voilà, c'est à chacun aussi de se démerder et de se mettre en avant. Sinon, c'est pas possible. Comment motiver ceux qui ont envie de bosser si on leur prend la moitié de ce qu'ils gagnent pour le donner à ceux qui travaillent pas? What? Mais c'est pas ce qu'on est déjà en train de vivre en France. Je plaisante. Donc attention, ce podcast va être peut-être volontairement un peu choquant, mais je me mets aussi dedans, hein, parce qu'il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour faire ce switch mental de me dire ça c'est un mindset de pauvre, ça c'est un mindset de pauvre. Il m'a fallu du temps. Donc si ça vous choque, c'est normal, ça m'a choqué aussi. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager une publi que j'ai vue sur Insta. Alors c'est le genre de trucs bidons, hein, qui doivent être faits ou par de l'IA ou par je sais pas quoi, parce qu'il y a rien de vrai là-dedans. Mais ça illustrera bien le thème du podcast. J'ai trouvé que c'était sympa. Ça fait longtemps que je l'avais mis dans mes notes en me disant, tiens, ça pourra te faire une accroche justement pour ce podcast. Donc voilà, la publication, c'est un peu ce genre de publication Facebook qu'on voit passer de temps en temps, pseudo inspiration, millionnaire mindset, enfin vous voyez le genre de truc. Donc la publication, Bill Gates explique pourquoi sa fille ne peut pas épouser un homme pauvre. Alors je pense que c'est jamais Bill Gates qui a dit ça, hein, bien entendu, mais voilà, faites abstraction comme moi, parce que le message est sympa. Il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence sur l'investissement et la finance aux États-Unis. L'un des intervenants était Bill Gates et lors de la phase de questions-réponses, je lui ai posé une question qui a fait rire tout le monde. J'ai demandé si lui, l'homme le plus riche du monde, pouvait accepter que sa fille épouse un homme pauvre ou humble. Sa réponse a fait tourner quelque chose en moi. Ça veut rien dire, je pense que c'est du traduction anglais mot à mot. Mais voilà, vous avez compris que Bill Gates n'a jamais dit ça, mais vous allez voir, le sens du message est sympa. Il dit ceci. Tout d'abord, comprenez que la richesse ne signifie pas avoir un compte bancaire bien rempli. La richesse est avant tout la capacité à créer de la richesse. Exemple, un gagnant à la loterie ou au jeu, même s'il gagne 100 millions, ce n'est pas un homme riche, c'est un homme pauvre avec beaucoup d'argent. Donc 90% des millionnaires à la loterie après 5 ans redeviennent pauvres. C'est pas complètement faux, hein.
vous avez aussi des gens riches qui n'ont pas d'argent. Par exemple, la plupart des entrepreneurs. Ils sont déjà sur le chemin de la richesse, même s'ils n'ont pas d'argent en poche, ils développent leur intelligence financière et leur richesse. Comment les riches et les pauvres sont différents? Pour simplifier, les riches peuvent mourir pour devenir riches, les pauvres peuvent tuer pour devenir riches. Ça, c'est hardcore quand même. Mais effectivement, moi, quand les riches peuvent mourir pour devenir riches. Je pense que pour les objectifs que je me suis fixés dans ma vie, enfin, j'ai consacré ma vie à ça quelque part, hein, à me développer, hein. C'est ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est ce qui me passionne. Et les pauvres peuvent tuer pour devenir riches, c'est un peu hardcore quand même. Si vous voyez un jeune homme qui décide de se former, d'apprendre de nouvelles choses, essayer de s'améliorer constamment, vous devez savoir que c'est une personne riche. Si vous voyez un jeune homme qui pense que le problème est dans l'État et qui trouve les riches comme des voleurs et les critique constamment, vous devez savoir que c'est un homme pauvre. C'est pour ça que je disais que la publication Legend, c'est du mindset de pauvre. Les riches sont convaincus qu'ils n'ont besoin que d'informations et de formation pour décoller. Les pauvres pensent que les autres doivent donner leur argent pour qu'ils décollent. En conclusion, quand je dis que ma fille n'épousera pas un homme fauché, je ne parle pas d'argent, je parle de la capacité de cet homme à créer de la richesse. Je suis désolé pour ce que je vais dire, mais la plupart des criminels sont des gens pauvres. Lorsqu'ils sont confrontés à l'argent, ils deviennent fous, alors ils volent, cambriolent, etc. Pour eux, c'est drôle parce qu'ils ne savent même pas comment ils peuvent gagner de l'argent par eux-mêmes. Un jour, un agent de sécurité de la banque a trouvé un sac d'argent, l'a pris et est allé le remettre au directeur de la banque. Les gens ont traité ce monsieur d'idiot, mais en fait, ce monsieur n'était qu'un homme riche qui n'avait pas encore d'argent. 1 an plus tard, la banque lui a proposé le poste de directeur. Après 3 ans, il était en charge des clients. Après 10 ans, il gérait le bureau régional de la banque, gérait les centaines d'employés et les prix manuels dépassaient le montant qu'il avait ramassé. La richesse est avant tout un état d'esprit. Donc j'ai trouvé ça rigolo et j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, c'est compris, hein, c'est pas la publication de l'année, mais ça illustre un petit peu ce que je vais dire dans ce podcast. Et d'ailleurs, j'avais eu le cas une fois où il y avait une personne notamment sur Internet que j'avais trollé un peu parce que il faisait des publications millionnaires, money, mindset. Et à l'époque, je savais qu'il avait 4 apparts qui se couraient au cul et qu'il était en pleine construction et qu'il avait dit millionnaire n'est qu'un état d'esprit. Je ne l'avais pas trollé, mais dans ma tête, je m'étais dit millionnaire, frérot, c'est surtout des zéros sur un compte. Mais il était en construction et je pense qu'il avait raison parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a continué, qui a bien réussi. Je ne sais pas s'il est millionnaire, mais en tout cas, il a bien plus avancé qu'il était à l'époque. Et effectivement, il était pauvre à l'époque, pauvre entre guillemets, plus pauvre que maintenant, mais il avait un mindset de riche. Donc voilà, moi aussi, j'ai évolué sur ce point-là et j'ai voulu m'amuser. Donc j'ai mis mon assistant au travail, j'en avais déjà pas mal en tête. Et j'ai trouvé, alors je ne sais pas si on les fera toutes, hein, mais j'ai trouvé 16 différences justement entre les riches et les pauvres, et on va en parler ensemble, et je vais vous les illustrer avec pas mal d'exemples de mon quotidien. La première, c'est les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre », les riches demandent « comment puis-je me le permettre ?» Et ça, la première fois que j'ai été confronté à ça, je m'en souviens, c'est quand j'étais jeune ingénieur, j'avais passé mon année en Écosse. Je suis revenu en France. J'ai commencé à travailler à l'époque chez Rockwool et je rêvais de belles voitures, de Ferrari, de Porsche. Parce que je suis un peu comme un garçon, quoi. Enfin, j'allais dire comme tous les garçons, pas forcément, mais voilà, les garçons aiment bien les bagnoles en général et je ne fais pas exception à la règle. Et je me disais, OK, une Ferrari, c'est 150 000 euros. Comment je vais me payer ça? Donc, à l'époque, je gagnais 1 831 euros par mois, plus j'avais 13e mois, 14e mois, 15e mois. Donc, j'avais calculé que je mettais à peu près 500 euros de côté par mois, à l'époque, quand j'avais payé mon salaire et tout, mon loyer. Donc, 6 000 par an. Et je me suis dit, OK, pour me payer la féfé, il va me falloir 30 ans, quoi, pour mettre 180 000 euros de côté. Donc, je ne connaissais pas... Moi, je voyais que le livret A à l'époque. Je ne connaissais pas la bourse. Là, on était en 2006, 2007. Donc, je me suis dit, mais ça ne va pas le faire, quoi. Je ne peux pas me le permettre, en fait. Je ne pourrais jamais m'acheter ce genre de voiture. Surtout que si je veux rembourser un crédit IMO, c'est impossible. Et je ne comprenais pas comment c'était possible de se payer ce genre de voiture. Je me disais, les gens sont entrepreneurs, il faut gagner au loto. Comment font les gens, des gens de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans, pour aller dans ce genre de magasin et se claquer ce genre de bagnole? Est-ce qu'ils ont hérité? Comment ça se passe? Et je me disais, je ne pourrais jamais me le permettre.
Et en fait, il y a un switch mental à faire, c'est de se prendre la question à l'envers, c'est de se dire, OK, ça coûte 150 000 euros, comment est-ce que je peux me le permettre? Comment je peux créer 150 000 euros? Comment je peux faire? Et c'est là où notre cerveau, c'est une machine formidable et il résout les problèmes qu'on lui soumet. Si on lui soumet comme problème, comment est-ce que je peux arriver à survivre avec 1500 euros par mois, ben voilà, il va nous aider à survivre mois après mois, puis on va se rendre compte qu'on traverse toute la vie comme ça avec 1500 euros par mois. Et si on lui soumet, OK, comment gagner 150 000 euros pour m'acheter une maison, pour m'acheter une voiture, pour m'offrir ce plaisir, comment faire 10 000 euros pour faire ce voyage, mais en fait, se poser la question, notre cerveau, c'est une machine formidable et il se met au travail. Il se met au travail pour trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on fait ce switch mental et qu'on prend la question à l'envers. Moi, c'est ce qui m'a emmené à investir en bourse, à investir en immobilier en me disant, OK, en fait, ma première réflexion, ça a été celle-là. Hein. Je vais acheter, c'était mon immeuble de Saint-Étienne, hein. Je vais acheter un immeuble. Donc à l'époque, on l'avait payé 500 000 euros à 3. Et je m'étais dit, dans 20 ans, quand il sera remboursé, si je le revends 500 000 euros, il y aura 150 000 euros pour moi et je m'achèterai la voiture. Donc je l'achèterai dans 20 ans. Mais je n'utiliserai pas mes revenus du travail parce que je me disais ça, je vais devoir l'utiliser pour acheter ma maison. Ça peut paraître enfantin, mais c'était mes premières réflexions. Et j'avais déjà trouvé une première réponse comme ça en disant, je vais acheter mon premier immeuble. Et finalement, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc voilà, les pauvres disent comment je ne peux pas me le permettre et les riches demandent comment puis-je me le permettre. Point numéro 2, les pauvres se concentrent sur les économies, les riches se concentrent sur comment gagner plus. Et là, je me mets encore une fois dans les pauvres. Hein. C'est typiquement une erreur que j'ai faite avec mon Pinel en 2015. Pourtant, en 2015, j'avais quand même beaucoup commencé à investir, mais je suis allé en plein dans le mindset de pauvre, puisque à cette époque-là, c'est l'année où je me suis séparé, donc mes impôts allaient augmenter, forcément, j'allais avoir une part de moins. Et mes impôts devaient augmenter à peu près de 3 000 euros par an. Et j'ai mis mon focus sur l'économie d'impôts, un peu comme ce dont je parlais avec mon pote Alex. J'ai mis mon focus sur l'économie d'impôts au lieu de mettre mon focus sur le rendement du placement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux trouver pour économiser 3 000 euros d'impôts ? Bon, j'ai acheté un Pinel. Alors, je ne l'ai pas si mal fait. Je l'ai acheté dans ma ville, près d'un promoteur que je connaissais. J'ai fini l'économie d'impôts. Je suis en train d'arbitrer ce bien et je devrais le revendre logiquement avec une petite plus-value. Donc, je ne me suis pas si mal déberné. Ça reste un investissement correct. Mais en tout cas, ce qui a induit cette action, c'est du mindset de pauvre. C'est vouloir économiser au lieu de gagner plus. Et j'ai eu aussi le cas récemment avec un coaché qui voulait investir 50 000 euros dans une foncière parce que ça lui permettait de récupérer 14 000 euros d'impôts en 5 ans. Donc, pourquoi pas l'investissement dans une foncière. Mais elle était vraiment motivée que par cette économie d'impôts de 14 000 euros. Et ça faisait 5 ans qu'il avait déjà investi dans un premier placement. Et il avait économisé ses 14 000 euros, mais ses 50 000 euros n'avaient pas bougé. Donc, il était content d'avoir gagné, entre guillemets, économisé 14 000 euros. Sauf qu'il aurait mis ces 50 000 euros en ETF il y a 5 ans, il aurait 100 000 euros. Alors, il n'aurait pas économisé les 14 000, il les aurait payés. Certes, il aurait quand même eu 86 000 euros, il aurait gagné 36 000 euros de plus. Et donc, on est vraiment là-dedans, quoi. Les pauvres demandent combien ça coûte, les riches demandent combien ça rapporte. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la différence de mindset et je l'ai eu aussi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'effort que je fais avant de me demander comment économiser quelque chose. Je me pose toujours la question de savoir combien ça va rapporter. Et en France, c'est une question qui est légitime parce que dès qu'on va gagner plus, on va payer plus d'impôts. On le voit, il y a pas mal de vannes sur les dentistes. Moi, je connais un chirurgien dentiste qui bosse, il arrête de bosser le jeudi midi parce qu'après, il est taxé à 45%. Donc il me dit, j'ai pas intérêt de travailler une journée et demie de plus pour enfiler la moitié à l'État. Donc, je m'arrête jeudi midi, puis je prends des week-ends de 3 jours et demi. Pourquoi pas ? Ça s'entend. Donc voilà, même si on peut se dire que c'est du mindset de pauvre, ils refusent de l'argent. Il y a un moment où les impôts sont tellement punitifs que l'arbitrage temps-argent, il fait aussi sens. Hein. Point numéro 3, les pauvres dépensent dans des passifs, voitures, gadgets, etc. Les riches investissent dans des actifs, immobilier, business, bourse. Et ça m'a fait sourire parce qu'en Suisse, on a vu une personne, un jeune, dans une McLaren qui était magnifique. Et un jeune qui avait l'air d'avoir 25 ans. Et la première réflexion qu'on s'est fait parfois, c'est mais comment on se paye ce genre de bagnole à 25 ans ?
Et en fait, en Suisse, les gens ont des gros salaires qui permettent ce genre de dinguerie, hein. Je l'ai vu quand j'avais acheté ma voiture chez West Motors. Ils font ce qu'on appelle un crédit ballon. On peut mettre une grosse somme tout de suite et une plus petite somme tous les mois. Et ça permet de s'acheter des voitures, à rouler dans des voitures à 300, 400, 500 000 euros pour l'équivalent de 70 000 ou 80 000 euros d'un coup. Et après, 3 000 euros par mois. Mais en Suisse, voilà, quand les salaires, dès qu'on bosse un peu, sont à 8 000 euros par mois, bah, on peut très bien arriver à économiser 80 000 euros, à mettre 3 000 euros par mois et à rouler dans ce genre de voiture. Donc, quelque part, ça ne veut rien dire. Et peut-être que si ce jeune, c'était un entrepreneur qui l'a financé grâce à ses actifs, hein. Mais voilà, c'est la différence aussi entre être riche et paraître riche. Le vrai riche, il a des actifs qui vont financer son train de vie. Et le pauvre, parfois, enfin en tout cas le mindset de pauvre, c'est de chercher à paraître riche. Donc ça ne veut pas dire que les riches, ils possèdent jamais de jouets et qu'ils n'ont pas de belles voitures. Mais leurs jouets, la plupart du temps, ils sont financés par leurs actifs. Et c'est ça la grande différence. Et je m'étais fait la réflexion parce que une des dernières voitures que j'ai achetées, c'est notre 4x4 qu'on a financé à crédit. Et c'est rare que je prenne un crédit justement pour une voiture. Mais pour le coup, avant, j'avais blindé mes actions IDI. Et en fait, c'est le dividende des actions IDI chaque année qui paye la mensualité du 4x4. C'était un petit défi que je m'étais lancé. Et 3, 2, 1, go. Et on voit vraiment là que le passif est financé par un actif. On pouvait en reparler aussi parce que là, l'iPhone 17 est sorti récemment et on l'a acheté pour le coup à la sortie. Je n'avais pas changé de téléphone depuis 4 ans. Je suis passé de l'iPhone 13 Pro au 17 Pro. Je n'ai pas vu de grande différence d'ailleurs, hein. Mais on voit souvent te dire, mais pourquoi, comment tu peux acheter un téléphone à 1 500 euros? Alors déjà, quand tu l'achètes en société, il est qu'à 1 200. Mais ce téléphone, je me filme avec en ce moment. Et si Ours Blanc se décide à se former à la bourse, peut-être qu'il prendra une formation bourse exponentielle qui finance ce téléphone. C'est ce que je veux dire par là. Moi, mon iPhone, c'est un outil professionnel. Il est financé par les revenus, en tout cas les revenus du podcast. Donc voilà, les pauvres vont dépenser directement leur argent dans des passifs. Ça ne veut pas dire que les riches n'achètent pas de passifs, mais les riches vont d'abord acheter des actifs et c'est les revenus des actifs qui vont financer les passifs. C'est tout bête, hein, c'est Kiyosaki, c'est père riche, père pauvre, mais c'est pourtant souvent, quand je vois le niveau des publications, ce que reprend Légende sur le mindset des Français, je pense qu'on fait bien de le rabâcher. Point numéro 4, les pauvres pensent tout savoir, les riches cherchent toujours à apprendre. Et ça aussi, un mindset de pauvre, et j'en faisais partie, c'est de penser que la formation s'arrête une fois qu'on est sorti des études. Et pour moi, le premier, quand j'ai compris que quand j'étais rien que chez Rockwool, on avait des formations peut-être tous les mois, je me disais non, mais je me suis tapé 5 ans d'études. Alors en plus, je les ai fait en 6 ans, moi, parce que j'ai fait IUT, licence maîtrise et les 2 dernières années d'école d'ingénieur. Je me disais, mais en fait, on s'arrête quand d'apprendre, quoi. Il y en a marre, à un moment, je veux gagner de l'argent, je veux appliquer ce que j'ai appris et je veux arrêter d'apprendre. Et ça marche pas comme ça. En fait, on apprend toute la vie. Et moi, on me demande souvent comment j'ai acquis toutes mes compétences dans l'arbitrage de patrimoine, dans l'immobilier, dans la bourse. Et finalement, je me rends compte que c'est par l'auto-formation, c'est par la passion, hein. Je me forme encore aujourd'hui, je pense au minimum 1 heure par jour. Ça peut être en lisant des livres, ça peut être en écoutant des podcasts, ça peut être sur des domaines très variés, hein, que ce soit la bourse, l'immobilier, que ce soit la PNL, mais je continue de me former au minimum 1 heure par jour. Et je pense que vraiment, justement ça, penser, croire qu'on sait tout à un moment et arrêter d'apprendre, c'est vraiment du mindset de pauvre. Et le mindset de riche, c'est celui qui se remet toujours en question parce que c'est ce qui attirera la richesse, c'est de toujours se dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne sais pas? Et de ne pas se retrouver largué. Là, je le vois avec... j'ai autour de moi encore, hein, des investisseurs qui n'ont jamais installé une appli ChatGPT, qui n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle, alors que ça fait partie de notre quotidien maintenant et il faut apprendre à l'utiliser pour ne pas se faire larguer, tout simplement. Et encore, pour rigoler avec le mindset de pauvre, c'est drôle, mais
parfois je commente des publis sur Facebook, je commente toujours avec mon vrai nom, donc les gens vont voir mon profil et à chaque fois que les gens voient que j'ai un podcast et qu'il y a de la formation en ligne, à chaque fois je me fais chambrer en me disant ouais mais tu vends de la formation, tu vends du savoir, c'est de l'arnaque. Et je me dis, à chaque fois, c'est vraiment dommage et c'est un mindset très français parce que bien sûr, en France, l'école est gratuite. Donc on pense qu'on ne doit jamais payer pour du savoir ou qu'on ne peut pas être légitime si on enseigne des choses et qu'on n'est pas de l'État ou qu'on n'a pas de diplôme. Mais pour enseigner la bourse, pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de diplôme pour faire ce que je fais, en tout cas, ou pour partager ce que je vis. Donc, voilà, quand on pense tout savoir, quand on croit qu'on sait tout sur la gestion financière, j'ai encore eu le cas, je peux vous le dire, sur une publication récente où une gagnante de la loterie au Canada avait le choix entre soit 1 million d'euros tout de suite, soit un chèque de 1 000 euros par semaine à vie. Et elle a choisi le chèque de 1 000 euros par semaine à vie. Et tout le monde dans les commentaires disait que c'était exceptionnel, qu'elle avait fait le bon choix de la régularité. Et je suis allé faire un peu d'éducation financière en disant que c'était n'importe quoi, parce qu'1 million tout de suite, si tu le places maintenant, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. 1 000 euros par semaine, 1 000 euros dans 30 ans, avec l'inflation, ça ne vaudra plus rien. Vaut mieux avoir 1 million tout de suite, le faire fructifier et commencer, que ça compound, que ça commence à doubler, x2 sur les ETF tous les 5 à 7 ans, et ainsi de suite. C'est ça la bonne réponse, en vrai, le bon mindset. Mais voilà, dans les commentaires, il y avait du gros mindset de pauvre. Et quand les gens ont vu que je vendais aussi de la formation sur ces sujets-là, me dire que c'était n'importe quoi, qu'il n'y ait pas besoin de se former, on voit les résultats. Donc voilà. Et puis la dernière chose qui m'a fait sourire, c'est que dans nos bureaux, on a deux choses. En bas, on a des jolies voitures. Mais à l'étage, on a une grande bibliothèque. On a une grande bibliothèque où, je ne sais pas, il y a peut-être 300 bouquins, pas loin, à mon avis, que j'ai tous lus avec le temps. Et quand les gens viennent au bureau, ils visitent tout. Et tout le monde commente les voitures, mais personne ne commente la bibliothèque. Le point numéro 5, les pauvres attendent les opportunités, les riches créent leurs propres opportunités. Et ça, on le voit souvent aussi en coaching, quand on entend que on trouve rien sur le bon coin, que tout est trop cher, comment on trouve des rentabilités à 10% alors que sur le bon coin, il n'y en a pas. Moi, dans ma ville, le niveau moyen des annonces, c'est entre 6 et 7%. Et pourtant, on a acheté à 11% il n'y a pas longtemps. Mais parce qu'on a créé cette opportunité, on l'a créée par la négociation, pour le coup. Ou on voit aussi des gens qui disent que tout a été acheté à une époque par les boomers. Alors, je ne dis pas que les boomers, on n'est pas en train de financer leur retraite et qu'ils ne sont pas arrivés à une époque qui était bénie. Mais ça, c'est des excuses. C'est du mindset de pauvre d'aller chercher des excuses et d'attendre l'opportunité. C'est à nous de créer l'opportunité et le succès ne viendra pas frapper à notre porte. C'est à nous de le bousculer, c'est à nous de le créer. Et pour ça, faut créer les opportunités. C'est à nous de foncer en visite, même si c'est nul. Vous le voyez, après ce podcast-là, je fonce en visite avec Ben cet après-midi et encore demain, pour des opérations qui, sur le papier, ne sont pas intéressantes. Mais voilà, on va voir. Est-ce que ça ne le deviendra pas? En tout cas, le bien est intéressant, mais pas les chiffres. Mais j'y vais quand même. J'y vais quand même parce qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Et puis peut-être que je vais rencontrer un agent IMO qui va me donner une opportunité pour une autre affaire, et ainsi de suite. Donc, les opportunités, elles se créent. Point numéro 6, les pauvres voient les problèmes comme des obstacles, les riches voient les challenges comme des opportunités de profit. Et ça, c'est une vraie question de perception, entre voir un obstacle comme ce qui peut être à première vue un problème, un obstacle qu'on ne peut pas surmonter, ou alors comme une opportunité de faire mieux, comme une opportunité de faire du profit. Et je pense que c'est aussi se persuader qu'on vit dans l'abondance, ce mindset-là. Je sais que c'est pas facile, on en a encore parlé d'ailleurs au Mastermind Moto de ça. Aujourd'hui, quand je vais faire une affaire, je ne sais pas si je vais y arriver, si je vais arriver à la mener jusqu'au bout ou pas. Il y a encore une semaine, on a perdu une affaire chez le notaire, on devait la signer, on ne s'est pas mis d'accord sur les délais, on est reparti de chez le notaire sans signer. Et aujourd'hui, je ne suis pas dégoûté quand il arrive ça, je me dis juste que si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Et je suis convaincu que si je ne l'ai pas faite, c'est parce que demain, j'aurai l'opportunité d'en faire une bien meilleure. Il y a peut-être un petit côté spirituel là-dedans, mais de se convaincre qu'on vit dans l'abondance, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
Et c'est ça en soi le vrai mindset, c'est régler son esprit pour voir dans les problèmes des opportunités. Je peux vous donner un autre exemple, hein. J'ai passé une énorme partie de ma vie, à partir de 2012 jusqu'à 2018, que j'arrête mon boulot dans les travaux publics, 6 années à me dire quand je vais arrêter, je vais faire de la division foncière, je vais faire que ça, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Avant, je viabilisais les terrains. Aujourd'hui, ça va être moi le lotisseur. Et au moment où j'arrive enfin à en vivre, première année, 2019, ça marche bien. 2020, on se tape le confinement. 2021, ça marche bien. Mais derrière, il y a la loi ZAN qui arrive, qui fait que les terrains seront de moins en moins constructibles. Et après, la remontée des taux, qui fait que le domaine de la maison individuelle souffre énormément et que les terrains se vendent de moins en moins. Et j'aurais pu voir ça comme une injustice totale en me disant « mais c'est pas possible, j'ai attendu ça pendant 6 ans ». Et me dire que je vais abandonner, en fait, me rouler en boule sous mon lit en me disant que mon plan il s'est effondré. Et au contraire, j'ai pivoté, j'y ai vu une opportunité en me disant « ok, d'accord, les villes font, en tout cas les PLU font en sorte que la maison individuelle se soit finie et que ça ne fonctionne plus. Et tout ce pourquoi j'ai consacré ma vie ces dernières années, c'est en train d'être mis à la poubelle. » Et ça, il y a plein de gens qui le vivent avec l'intelligence artificielle en ce moment, des métiers qu'ils avaient qui sont en train d'être disruptés. Je me suis dit, ok, je fais quoi? Et en discutant avec les mairies, j'ai vu qu'ils avaient une vraie volonté des maires de redonner vie aux petits immeubles de centre-ville qui sont un peu délaissés. On a décidé de s'intéresser à ces biens-là. C'est des biens qu'on ne paye pas cher, où on rénove le clos couvert, on revend les appartements à la découpe, la plupart du temps à des artisans qui ont des petits budgets, qui vont pouvoir faire leurs travaux eux-mêmes parce qu'ils sont doués de leurs mains, qui ont des bons prix sur les matériaux, parce qu'ils achètent toute l'année. Et donc, d'un côté, j'avais des maires qui avaient une volonté pour ces petits immeubles. De l'autre côté, moi, j'avais cette clientèle d'artisans. Voilà, je me suis dit, là où il y a un obstacle sur les terrains, il y a une opportunité sur ces petits immeubles. On a pivoté et on est allé là-dessus. Et je pense que du mindset de riche, c'est vraiment de voir dans chaque obstacle une opportunité. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une capacité qui s'entraîne. Point 7. Les pauvres évitent les risques par peur d'échouer. Les riches prennent des risques calculés. Et c'est le paradoxe du pauvre, hein, en tout cas du pauvre dans son état d'esprit, bien entendu, vous l'avez compris. Le pauvre, il est convaincu que les riches se gavent avec les dividendes boursiers, il veut les taxer à mort, c'est honteux, c'est le CAC 40, c'est le grand capital. Mais par contre, il ne veut pas investir dans les actions en bourse pour sa retraite par capitalisation parce qu'il a peur de perdre tout son argent. Donc il faut savoir, les dividendes, est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça ruine? Ça ne va pas, je ne suis pas d'accord. Et en fait, même quelqu'un qui épargne et qui va thésauriser, c'est-à-dire blinder son livret A, stocker de l'argent, c'est du mindset de pauvre finalement. C'est faire l'écureuil, c'est thésauriser, c'est mettre de l'argent de côté sans l'investir. Alors que les riches, eux, ils vont faire leur devoir et bien sûr, ils vont voir que le SP500, c'est volatile, donc en apparence, c'est risqué parce que tu ne sais jamais quel va être le cours de bourse et demain, il peut être bien plus bas qu'aujourd'hui. Donc, tu sais que c'est risqué, qu'il peut perdre 40% d'un coup en cas de crise, mais surtout, le riche, il voit qu'à long terme, ça fait 170 ans que ça monte à un rythme d'à peu près 10% par an. Donc, il se dit que le risque, il est calculé. Les risques, ils vont prendre un risque, mais un risque qu'ils ont anticipé, qu'ils ont calculé. Donc, voilà aussi encore une différence. Éviter les risques par peur d'échouer, c'est jamais ça qui rend riche. Et prendre des risques calculés, c'est ça qui crée de la richesse sur le long terme. Point numéro 8, les pauvres blâment les autres, les riches prennent leurs responsabilités. Et ça, on revient tout typiquement dans la publication Légende qu'on a vue au début. C'est un mal qu'on connaît bien, un mal très français. Là, c'est même plus du mindset de pauvre, là c'est du mindset de LFiste. Mais voilà, c'est typiquement ce que je mettais dans la publi, aller voir le salaire des autres, se mêler de l'assiette des autres. Et gna gna gna, est-ce qu'il gagne 1 centime de plus que moi? Est-ce qu'il gagne 1 euro de plus par mois? Est-ce qu'il a eu sa prime? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Alors que dans la vie, on est face à soi-même et on peut choisir de changer sa vie ou non. On a le choix, on a notre libre arbitre. Et ça, c'est une mentalité, cette mentalité de blâmer les autres qui est encouragée en France parce que on vit dans un pays où il y a une redistribution qui est massive. Les écarts de salaire,
ils sont gommés par la redistribution française, bien égalitaire. On a parlé de cette égalité tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a un indice qui mesure ça, c'est le coefficient de Gini. C'est l'indicateur qui est le plus utilisé pour mesurer les inégalités de revenus. On le calcule sur les revenus primaires, les revenus avant redistribution, et sur les revenus après redistribution, après impôts, après prestations sociales. Et plus le coefficient il est proche de 0, plus la société elle est égalitaire. Plus il est proche de 1, plus elle est inégalitaire. Et en France, avant redistribution, ce coefficient de Gini, sur les revenus, les revenus primaires, il est autour de 0,5. Et une fois qu'on a tout redistribué, il tombe à 0,29. Donc, autrement dit, la redistribution, elle réduit les inégalités d'un facteur d'environ 1,7. Donc, on est presque à 2. C'est quand même énorme comparé à beaucoup d'autres pays. Et la France, elle est bien entendu parmi les champions mondiaux de la redistribution. Et voilà, ça va paraître pas gentil, mais c'est vraiment pas à souhaiter parce que ça rend pas heureux d'être assisté. Ce qui rend heureux, c'est de se dépasser, de gagner sa vie par soi-même, c'est de se challenger, c'est d'avancer. C'est comme ça qu'on prend confiance. Et il y a un exemple qui est beaucoup repris pour illustrer ça sur les réseaux et qui va vous parler. C'est l'exemple de la musculation. Entre quelqu'un qui reste dans son canapé à bouffer des chips et quelqu'un qui va se buter à la salle 5 soirs par semaine, on ne prend pas du muscle à celui qui allait se buter à la salle pour le donner à celui qui est resté dans son canapé. Là, il y a encore cette vraie notion de mérite. Si tu es musclé, c'est pas parce que tu as triché, c'est parce que tu t'es buté à la salle. Et malheureusement, quelque part, notre pays presque entier, il vote pour ce comportement. C'est encouragé, hein. Je me faisais encore la réflexion l'autre jour où je crois que c'est Louis Alliot qui est du Rassemblement national, donc ce qui est censé être de l'extrême droite. Donc en France, extrême droite, ça ne veut pas dire extrême libéralisme, hein. Le gars est pour monter la flat tax à 36%. C'est déjà communiste, il y a déjà des taxes à mort et il veut encore plus taxer la taxe. Donc, ce n'est pas du tout de l'extrême droite au sens où on pourrait l'entendre du libéralisme, c'est des communistes. Avec un volet identitaire, sûrement, mais c'est des communistes comme les autres, c'est complètement fou. Donc, même de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les courants partagent ces idées-là. Il faut plus de taxes, plus de collectivisme, plus de redistribution. C'est vraiment une pensée qui est commune en France, qui est commune à tous les partis. Il n'y a pas il n'y a pas de cette mentalité libérale qui est pour le mérite, l'effort, la responsabilité individuelle. Il n'y a aucun parti qui soutient ça en France. Et justement, le mindset de riche, c'est de prendre la responsabilité de sa vie. Ça ne veut pas dire, et c'est là où il faut sortir de cette logique binaire du camp du bien, des gentils et des vilains méchants capitalistes libéraux. Pas du tout. Ça ne veut pas dire, quand on est libéral, qu'on est coupable de tout ce qui nous arrive, qu'on a mérité tous les malheurs qui nous tombent dessus. Ça veut juste dire que des fois, il y a des trucs qui nous tombent dessus. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas choisies. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas voulu. Et là-dessus, parfois, la vie, elle peut sembler injuste. Il y a des gens qui vont souffrir plus que d'autres. Mais par contre, c'est de se reprendre sa souveraineté et de se dire, OK, je suis en revanche responsable de la manière dont j'agis derrière. Il m'est arrivé ça, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas voulu, ça ne me fait pas du bien, ce n'est pas ce que je voulais. Par contre, plutôt que de me plaindre, plutôt que de blâmer les autres pour ce qui m'est arrivé, je veux reprendre le contrôle et me dire, OK, maintenant mes cartes, elles sont comme ça. Un peu comme au poker, j'ai peut-être pas le meilleur jeu de cartes, j'ai peut-être pas les meilleures cartes, mais par contre, je peux gagner quand même. Qu'est-ce que je fais avec mon jeu ? La mentalité de riche, le mindset de riche, c'est ça. C'est de se dire, je suis peut-être pas né dans la bonne ville, je suis peut-être pas né dans le bon quartier, j'ai peut-être pas hérité, j'ai peut-être pas eu tout, mais par contre, comment j'agis derrière ? Et avec ce mindset-là, on peut vraiment tout bouleverser. Moi, si je compare par rapport à... Je suis très bien né, hein, j'étais dans une famille aimante, mon père était entrepreneur, ma maman était mère au foyer, elle s'est bien occupée de moi, donc je suis plutôt bien né. Mais par contre, j'avais autour de moi des gens qui étaient encore mieux nés que moi, avec deux parents entrepreneurs, une gouvernante à la maison, de l'argent, beaucoup d'argent, des baskets de luxe au collège, vraiment tout, des gens qui avaient beaucoup plus d'argent que moi, et plus d'héritage prévu. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai mieux réussi qu'eux. Alors que sur le papier, j'étais moins bien, je suis très bien né, mais j'étais moins bien né qu'eux. Donc, voilà, on peut faire mieux.
Les pauvres blâment les autres, les riches prennent leurs responsabilités. Point numéro 9, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Et ça, j'aime toujours bien, c'est de la logique pure. Enfin, ça, c'est des choses que sûrement, si vous écoutez Une vie de liberté, les gentlemen depuis des années, vous connaissez tous, mais c'est toujours important d'en parler. Les mathématiques, entre guillemets, du pauvre, voilà, vous avez compris à ce stade du podcast que on fustigeait pas les pauvres, hein, mais c'est un taux horaire qui est multiplié par des heures de travail. Typiquement, j'étais dans ces mathématiques-là quand j'ai commencé à travailler, bien entendu. CKP, c'est le fameux travailler plus pour gagner plus de Sarkozy, hein, où on te dit, ben voilà, si tu veux gagner plus, il faut travailler plus, il faut échanger encore plus ton temps contre de l'argent. Les mathématiques du riche, ça commence exactement de la même façon, parce qu'il faut bien démarrer dans la vie, il faut bien commencer, mais avec ça, par-dessus, un fort taux d'épargne qui va être investi dans des investissements qui vont nous rendre de plus en plus libres, de plus en plus riches, bien entendu, et de plus en plus libres aussi. Et l'idée, c'est d'aller chercher cette exponentielle avec le temps pour atteindre des revenus qui seraient impossibles à atteindre avec son simple travail avec le temps. Moi aussi, je continue d'échanger mon temps contre de l'argent, et je l'ai entendu, parfois de gens qui m'ont dit « mais tu donnes encore du coaching ?» Donc aujourd'hui, le coaching, je donne des sessions de coaching d'1h15 pour lesquelles je demande 150 €. Et les gens qui me disent « mais tu fais encore ça pour 150 balles de l'heure, tu échanges ton temps contre de l'argent ?» Mais bien sûr, je veux dire, j'ai continué d'investir avec tout mon argent pour avoir des revenus passifs qui dépassent ça, bien entendu. Mais au quotidien, ça me permet justement de libérer mon temps pour faire des choses qui sont importantes pour moi, continuer de coacher et pour le faire à un tarif raisonnable. Je ne pourrais pas me regarder dans une glace si je vendais ça 500 balles pour 1h15. Et pourtant, j'ai fait le test et j'ai des gens qui m'ont dit oui. Je les ai facturés 150 €, mais il y a des gens qui étaient prêts à payer 500 € de l'heure. Je trouve que ce serait un tarif complètement indécent avec lequel je ne serais pas du tout d'accord et pas du tout en phase. Mais voilà, tout ça pour dire que, bien entendu, on peut continuer d'échanger son temps contre de l'argent pour des choses qui nous sont chères, des choses qui ont du sens pour nous, bien entendu. Mais l'idée, c'est toujours en parallèle, le riche va faire travailler l'argent pour lui, ne va pas le thésauriser, comme on en parlait, le mettre de côté. Il va continuer de l'investir encore et encore pour apporter plus et pour justement lui donner cette liberté de pouvoir facturer ce qu'il veut pour une consultation, le montant qui lui semble juste, sans en avoir besoin pour vivre et devoir absolument bombarder pour faire des coachings ou facturer beaucoup plus. Voilà. Je ne sais pas si mon analogie était bien, mais je pense que vous avez compris. Et c'est aussi pour ça, quand on dit les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas garder du cash sur vos comptes et que chaque euro, quelque part, c'est un soldat qui doit travailler pour vous. Il faut mettre tout le monde au travail, que ce soit dans des biens immobiliers ou dans la bourse. Mais voilà, faut mettre chaque euro au travail. Point numéro 10, les pauvres voient court terme, les riches pensent long terme. Et j'ai eu ça aussi au début, quand j'ai commencé à travailler. Quand on est dans un mindset de pauvre, on vit souvent dans le manque, on pense au jour le jour, on pense à l'argent qui manque tout de suite. Et dans mes premiers boulots, à cette époque-là, où j'étais chez Rockwool, où je voyais combien coûtait une voiture de sport et où je me disais, mais comment je vais me payer ça ? On se dit, mais en fait, l'argent me manque au quotidien, l'argent me manque tout de suite. On a du mal à penser au futur et pourtant, quand on est dans ce mindset de manque, l'argent viendra toujours à manquer. Et même encore aujourd'hui, maintenant que j'ai bien avancé sur tous ces sujets-là, que j'ai bien investi, je constate aussi que j'ai tellement de projets en cours, j'investis tellement et avec des apports à faire à chaque fois pour les nouvelles affaires, que ce soit pour les OP de marchand de biens, pour emprunter un peu moins, j'ai toujours encore jamais beaucoup de cash dans les poches. L'argent est toujours en train de repartir vers d'autres investissements, toujours pour du plus long terme. Et au final, je me rends compte que en moment présent physique, j'ai pas plus d'argent qu'il y a quelques années. C'est toujours investi pour plus gros. Alors bien sûr, sur mon fichier de patrimoine, c'est plus gros, mais sur le cash disponible, c'est pas plus gros pour l'instant. Et je le vois chez des marchands de biens qui sont très très gros. J'ai encore rencontré des gens il n'y a pas très très longtemps avec des patrimoines vraiment très élevés, de 20, 50 millions, eux aussi, quand on discute, ils n'ont pas beaucoup de cash disponible. C'est toujours en train de travailler dans les affaires. Donc j'ai l'impression que ce jeu, il ne s'arrête jamais quelque part.
Et la différence qu'on a, c'est que le riche, il n'a pas de cash parce qu'il investit dans des actifs long terme. Il sait que ce qui va lui manquer aujourd'hui, c'est pour avoir bien plus tard. Et quand on est dans un mindset de pauvre, on n'a pas de cash parce que soit on s'est endetté pour des passifs, mais on vit dans le quotidien, dans les factures, dans les relances. Et justement, je vais vous partager un exemple que j'avais eu dans mon ancienne vie qui m'a fait de la peine, mais je vous en parlais tout à l'heure. Mais c'est qu'il faut quand même commencer à investir, même quand c'est difficile et même quand on n'a pas grand-chose. C'est ça le mindset de riche, hein. On peut être pauvre d'argent, comme on l'a vu au tout début du podcast, mais avoir quand même un mindset de riche et de choisir d'investir, même si c'est que 50 € par mois, dans ces moments difficiles, même quand on n'a pas grand-chose. Même quand c'est tendu, mettre de côté et se contraindre, c'est la seule façon de couper ce cercle infernal et de pouvoir en sortir. Parce que c'est jamais plus d'argent qui réglera le problème. C'est jamais comme ça quand on est dans un mindset de pauvre. C'est de rentrer dans un mindset de riche. Comme disait Sarkozy, on a cité Sarkozy 2 fois dans le podcast, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et c'est l'exemple dont je voulais vous parler. J'avais un de mes salariés à l'époque qui ne s'en sortait jamais. Un jour, j'en avais parlé avec lui. Il fumait 2 paquets de cigarettes par jour, donc ça faisait 20 balles de clope, samedi et dimanche compris. Donc il était à 600 € de clope par mois. Plus à côté, il passait pas mal d'argent au bistrot sur les chevaux. On en avait discuté. Et il gagnait 2200 € par mois et il se retrouvait à claquer quasiment 800 € par mois, entre 800 et 1000 € entre les clopes et les courses de chevaux. Et je lui avais donné des conseils, je l'avais aidé pour passer cette addiction, que ce soit à la cigarette ou aux chevaux, parce qu'il me disait, voilà, faut que tu m'augmentes. Et je lui dis, mais en fait, plus d'argent ne résoudra pas ton problème. Là, je peux te donner 1000 balles de plus, tu les dépenseras. Je veux bien t'augmenter, mais il va falloir toi aussi que tu fasses des efforts. Et ça n'avait pas été miraculeux, parce que voilà, c'est jamais facile sur ce type de profil. Mais en tout cas, il avait fait attention de moins dépenser. Les cigarettes, c'était trop compliqué, mais moins dans les chevaux. Et je l'avais augmenté aussi, et il avait vu qu'il avait plus d'argent. Je lui avais expliqué, je lui avais dit, tu te rends compte que tu pourrais avoir, dès demain, si tu arrêtais de fumer et que tu arrêtais de jouer sur les chevaux, 800 € de plus chaque mois. Et voilà. Et donc, le pauvre était, par rapport à certains autres salariés, hein, il gagnait plus sa vie, à 2200 € par mois. J'avais pas de salarié au SMIC à l'époque. Le plus petit salaire était à 1600 €, quand le SMIC était à 1003 à l'époque. Mais j'avais des gens qui gagnaient 1008, 1009, qui étaient plus riches que lui, parce qu'ils avaient une meilleure gestion financière. Donc le projet, ça doit être de se contraindre, même quand c'est difficile, même quand la pression monte, de penser long terme et de commencer à investir tout de suite, parce que c'est jamais plus d'argent qui règle le problème. Et à contrario, je connaissais un avocat qui prenait entre 10 et 15 000 € par mois, donc plutôt riche, on va dire, mais avec un vrai mindset de pauvre et qui, des années après, avait vécu la grande vie, mais n'avait pas d'argent. Et il n'avait jamais accumulé d'argent. Donc, ça faisait de lui un pauvre. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, mais avec un mindset de pauvre. Point numéro 11. Les pauvres voient l'argent comme une fin, les riches voient l'argent comme un outil. Et je me suis encore fait cette réflexion sur ma moto cette semaine. Là, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en me disant que les pauvres voient l'argent comme une fin, les riches le voient comme un outil. Et les pauvres voient peut-être l'indépendance financière comme la fin du jeu, le moment où tu as assez de revenus passifs pour financer ton train de vie. Et moi, sur ma moto, je me disais que l'indépendance financière, c'est pas la fin du jeu, c'est juste le début. Le moment où, par tes investissements, tu as réussi à remplir le frigo tout seul et à t'assurer ton train de vie, à remplacer ton salaire, c'est pas là où c'est fini, c'est là où ça commence. Et même moi, ça m'a percuté parce que l'indépendance financière, ça a été une énorme remise en question pour moi. L'indépendance financière, c'était le Graal de ma vie, c'était ce que je visais à tout prix, c'était ce que je voulais atteindre. Et en fait, au moment où je l'ai atteint, j'ai eu un passage à vide parce que je me suis dit, ok, je fais quoi maintenant ? Et en fait, c'est là où justement tout commence. Et là où le pauvre pense que c'est le moment où ça se finit parce qu'il pourra prendre sa retraite, le riche sait que c'est le moment où ça commence parce que justement, tout est possible. Et c'est là aussi qu'on a ce fameux paradoxe de l'indépendance financière. Seuls les plus oisifs, les plus feignants seraient en mesure d'en profiter, mais seuls les plus travailleurs, les plus acharnés sont capables de l'atteindre. Point numéro 12. Les pauvres cherchent la sécurité, le CDI, la stabilité. Les riches recherchent la liberté,
l'indépendance et le choix. Et ça, ce point sera assez court, mais bien entendu, je ne m'appelle pas une vie de liberté pour rien. Je crois que ma plus grande richesse, c'est mon temps, c'est disposer de son temps pour soi. Et j'en vois des investisseurs qui ont parfois accumulé aujourd'hui un cash flow positif à 4 000, 5 000 euros par mois et qui continuent à échanger leur temps contre de l'argent dans un CDI qu'ils n'aiment pas forcément pour 2 000 euros par mois. Et quand on est capable, par ces investissements, d'avoir fait 5 000 euros, il y a un vrai coût d'opportunité à rester dans cette sécurité. Donc, objectivement, ils sont riches. Ils ont eu un mindset de riche pour leur investissement, puisqu'ils ont réussi à générer ces 5 000 euros par mois. Mais pour cette sécurité, ce CDI qui ne veulent pas lâcher, à continuer d'aller tous les jours dans le même bureau, voir les mêmes collègues, pour lesquels ils n'ont pas d'appétence. Ils préféraient être en train de faire des OP de marchand, mais ils ont un peu trop peur, encore. Ça, c'est encore du mindset de pauvre. Comme quoi, on peut être aussi à cheval entre les deux. Une fois de plus, vous le savez, une vie de liberté, c'est pour qu'on réfléchisse tous ensemble, qu'on avance tous ensemble. Je juge personne, je fustige personne. Je pense que pour beaucoup de choses, j'ai un mindset de riche et pour certaines choses, j'ai encore un mindset de pauvre. C'est sûr et certain, je ne suis pas parfait sur tout. Il y a encore des fois où je ne veux pas payer certains trucs alors que j'en ai les moyens et je suis plus dans l'économie que dans ce que ça va me rapporter. Je sais, mais j'y travaille. Point numéro 13. Les pauvres évitent de s'entourer par peur de comparaison ou de jugement. Les riches s'entourent de gens meilleurs qu'eux et payent pour accéder à des cercles. Et ça, je m'en rends compte aussi pour moi qu'avant, j'avais peur parfois de ne pas tout savoir. Même quand je me suis mis sur YouTube, je me disais, mais il faut que tu sois bon, il faut que tu saches tout, Et il y a des fois, tu ne sais pas tout simplement. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, je prends plaisir à m'entourer de gens bien plus intelligents que moi, qui ont bien plus de savoir. Et on se fait souvent la réflexion avec Yann, mon co-animateur DGI, mon collègue, mon ami, qu'on se dit qu'on est hyper fiers d'être entouré de gens bien plus intelligents que nous. Et à commencer par les participants de Mastermind, je le vois à la moto, on est entouré de gens extrêmement brillants. Et je me fais cette réflexion quand je vois que ces gens-là se reconnaissent comme nos amis ou nous reconnaissent comme leurs égaux. Je suis extrêmement flatté parce que je vois des gens qui ont eu des patrimoines, des parcours impressionnants et je me dis que je suis très fier d'être entouré de gens comme ça que je juge plus intelligents que moi. Et puis pareil, je pense à mon notaire, mon avocat. Je suis entouré de gens brillants et c'est important, c'est important. J'ai pas besoin d'être meilleur qu'eux, bien au contraire, je suis content de savoir m'entourer de gens meilleurs que moi pour m'aider. Et parfois, dans certains cas, on se rend compte aussi que le mindset de pauvre, c'est d'éviter de s'entourer par peur de comparaison ou de jugement. Et parfois, le mindset de riche, s'entourer de gens meilleurs que nous, on se rend compte parfois qu'à la fin du compte, on arrive à gagner bien plus que des gens qu'on trouvait plus intelligents que nous, en tout cas sur le papier au départ. C'est assez rigolo parfois. Point numéro 14, les pauvres confondent confort et croissance. Les riches savent que la croissance vient souvent de l'inconfort. Et effectivement, j'ai même envie de dire que la croissance ne peut venir que de l'inconfort. Si on veut progresser en trail, là on est revenu il y a 15 jours du Mastermind Trail, si tu veux progresser en trail, il y a un moment, va falloir aller gravir la montagne, faire du dénivelé positif, être essoufflé, que ce soit inconfortable, que ton cerveau te dise que tu as envie de rentrer à la maison et que ce soit dur. Ça ne peut pas venir en restant dans ta zone de confort. Et voilà, le livret A, c'est confortable. Tous les jours, tu te connectes sur... Alors, je me filme avec le téléphone, j'ai attrapé le téléphone, mais tous les jours, tu te connectes sur ton appli bancaire et tu vois que ça n'a pas bougé. Tu attends patiemment le 1er janvier pour voir tes maigres intérêts tomber. La bourse, c'est inconfortable. Chaque jour, tu ne sais pas quelle dinguerie Trump va annoncer qui va faire monter ou descendre la bourse. Mais par contre, sur le long terme, toutes ces grosses fluctuations, elles s'effacent pour laisser place à quelque chose qui monte quand même assez régulièrement sur le long terme. Et même si c'est inconfortable, la croissance, elle provient que de cet inconfort. Allez, avant-dernier point, le numéro 15, les pauvres cherchent le coup de chance, l'auto-héritage. Les riches créent leur chance par l'action et la répétition. Ah, je le répète beaucoup, celui-ci. L'événement contre le processus. Les pauvres, ils pensent que la richesse, elle vient de l'événement, comme le loto. Les riches, ils savent que la richesse vient du processus, action, répétition, régularité, comme dans l'épisode 200. Et voilà, c'est cette différence, croire à l'événement, croire au processus. Et j'ai encore des gens qui ont vu la Ferrari récemment, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? T'as gagné au loto ? T'as misé sur quelle crypto ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, j'ai vraiment eu
aucun coup d'éclat dans ma carrière. Quand je prends mon fichier patrimonial, là où j'ai beaucoup bossé dessus, forcément avec la formation arbitrage de patrimoine qui arrive, où j'ai regardé ma propre évolution, notamment pour la légitimité, quand je vais faire la page de vente, j'ai vu que mon patrimoine avait doublé ces 6 dernières années. Donc, j'ai regardé ça, mais la courbe, elle a une forme d'exponentielle, mais c'est relativement régulier. Il n'y a pas de coup d'éclat, quoi. J'ai jamais parié sur la bonne crypto qui m'a fait exploser. J'ai jamais gagné au loto. Donc voilà, j'ai pas eu de coup d'éclat dans ma carrière. C'est juste le résultat de l'effet cumulé de l'action et de la répétition. Et parfois, voilà, accumuler de la richesse, c'est pas sexy, hein, c'est juste long et parfois il faut attendre. Et le point numéro 16, un point que j'aime bien, on va clôturer avec ça. Les pauvres cherchent à avoir raison, les riches cherchent à trouver la vérité. Et ce point-là, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'avant, j'avais un mindset de pauvre et je cherchais toujours à avoir raison dans les débats. Je cherchais à convaincre, je cherchais à avoir raison, à me dire que j'avais raison. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus un mindset de riche là-dessus et je m'en fous d'avoir raison. Je veux juste avoir ce qui fonctionne en fait. Dans les débats, je me fiche d'avoir raison. Je le sais pour moi. Si on a envie que je partage mes opinions, je les partage volontiers. Si le cadre est bienveillant, sinon je les garde pour moi. Mais voilà, je cherche à savoir ce qui fonctionne et c'est ça pour moi la vérité. En bourse, on apprend vite que c'est le marché qui a toujours raison, par exemple. Même quand on essaye de tout prévoir, même quand on essaye de faire la bonne répartition d'ETF au pourcentage près en se disant qu'on va tout prévoir, le marché a quand même toujours raison. Même si on se dit que la bourse américaine va monter parce que tous les signaux sont au vert, si le marché a décidé qu'il ne pricerait pas les actions au bon prix, il ne les pricera pas au bon prix et le marché a toujours raison. Et voilà. Et donc, je me dis que la vérité, elle est dans le marché. Donc, en achetant le marché, en achetant les ETF, c'est comme ça que j'aurai ma part de vérité. Donc, aujourd'hui, je ne cherche plus à avoir raison. Et c'est ce que je disais. Parfois, je débat même plus. Je m'en fiche d'avoir raison. Je crois que ma vérité, en tout cas, c'est d'avoir la paix. Et c'est mon plus grand luxe. Je crois que c'est surtout celui-ci. C'est d'avoir la paix. Donc voilà, on arrive déjà à la conclusion de ce podcast. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que le podcast vous aura plu, que ça vous aura aussi amusé, que vous aurez passé un bon moment. Voilà, dites-moi en commentaire si pour certains trucs, vous pensez que vous avez encore un mindset de pauvre. Moi non plus, je pense que je ne suis pas parfait. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est qu'on peut être pauvre physiquement, ne pas avoir d'argent pour l'instant, mais être dans un mindset de riche. Et avec le temps, on attirera la richesse, avec le processus, avec le travail. Bien entendu, on vit dans un monde d'instantanéité, un monde où on veut tout de suite, mais c'est long, c'est quelque chose qui reste long. Mais tant qu'on est dans ce mindset de riche et ce processus, on pourra avancer. Et à contrario, j'ai vu des gens qu'on pouvait qualifier physiquement de riches, mais avec un mindset de pauvre, et parfois ça ne dure pas, et c'est des gens qui finissent par s'appauvrir. Donc, on a tout ça à apprendre et on peut tous continuer à travailler là-dessus. Merci encore à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.